Bonjour à tous. Nous attendons encore quelques instants que les dernières personnes se connectent et puis on va démarrer. Très bien, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vétérinaire, responsable du département scientifique chez Seva Santé Animale. Et au nom de toute l'équipe Seva, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Seva Université. Aujourd'hui, nous allons parler dermatologie. Alors, dermatologie, vous savez que Seva est expert en dermatologie depuis quelques années grâce à sa gamme de produits et services large, avec notamment Biogenix pour l'allergologie et les soins topiques d'Uxo-S3. Les thèmes de la journée, c'est la désensibilisation dans la pratique chez les chiens. Et pour cela, j'ai le grand plaisir de vous présenter le docteur Hélène Dropsy, qui est vétérinaire et qui partage son temps professionnel entre une activité de dermatologie référée au sein de plusieurs structures en région parisienne, mais également son poste d'assistante hospitalière et assistante de recherche au service de dermatologie de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Et en plus de tout cela, Hélène a démarré sa première année de résidenat au Collège européen de dermatologie grâce au soutien de Seva. Donc, merci beaucoup, Hélène, d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience aujourd'hui sur ce sujet. Juste avant de te passer la parole, une précision à destination des participants. Sachez que vous pouvez à tout moment poser vos questions à l'aide du chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas. Nous prendrons le temps de répondre à vos questions à la fin de la conférence. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Hélène, c'est à toi. Merci Sylvia. Bonjour à tous. Je tenais à remercier d'abord en effet Sylvia Bonatti et toute l'équipe de Seva qui m'ont proposé de traiter d'une maladie que j'affectionne particulièrement et qui occupe une grande partie de mon temps en pratique et en clinique, à savoir la dermatite atopique canine. Et plus particulièrement, aujourd'hui, on va parler de la désensibilisation. Donc, on a intitulé cette présentation « La désensibilisation dans la pratique, pourquoi, quand et comment ». C'est simple, c'est efficace, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Le parti pris, c'est vraiment de vous proposer un webinaire directement applicable dès demain dans vos structures, adapté à une pratique généraliste, parce que la désensibilisation, c'est pas que pour les référés, les spécialistes, c'est tout à fait adapté et adaptable au quotidien dans vos structures. Les objectifs de ce webinaire, on en a 3 principaux. À l'issue de cette session, normalement, si tout se passe bien, vous devrez pouvoir comprendre l'intérêt de la désensibilisation dans la prise en charge globale de l'allergie, de la dermatite atopique chez le chien. Vous serez capable de réaliser et d'interpréter les examens allergologiques, donc on verra lesquels, on les détaillera plus tard, pour pouvoir sélectionner les aéroallergènes que vous allez mettre dans votre protocole de désensibilisation. Et puis enfin, vous serez capable de mettre en place ce protocole et de le suivre. Alors, donc la dermatite atopique, c'est la première maladie inflammatoire de la peau chez l'homme et chez le chien. Pour cette prise en charge de cette maladie, on a une multitude de traitements possibles. Et pour la prise en charge au long cours, l'ICADA, qui est l'International Committee on Allergic Diseases, un peu la mecque de la dermatite atopique mondiale, propose la désensibilisation. Donc la désensibilisation, c'est simple, c'est pas dangereux, c'est efficace, quoi qu'on en dise, on en reparlera. C'est peu coûteux et surtout, c'est le seul traitement étiologique que vous aurez de votre dermatite atopique.
mais sur le papier, ça a l'air parfait comme ça. Mais en fait, dans la réalité, on se rend compte que c'est assez peu utilisé, notamment en France. C'est assez peu prescrit. Alors, pourquoi? Il y a une multitude de raisons. Il y a beaucoup de vétérinaires qui n'osent pas, déjà qui ne sont pas au courant. Il y a un manque d'informations à ce sujet, qui ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de mal faire. On a un défaut d'observance qui est quand même en effet certain. Et puis, il y a certains vétérinaires qui en faisaient par le passé et puis qui ont été déçus des résultats ou qui n'expriment plus trop le besoin de par les nouvelles thérapeutiques qu'on a de nos jours, qui ont en effet révolutionné la prise en charge de la dermatite atopique sur les 5 dernières années, et qui fait que peut-être on devient un peu feignant et qu'on préfère mettre des traitements symptomatiques plutôt que d'aller chercher vraiment la cause et d'essayer de guérir en tout cas une partie de cette maladie. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer de vous remotiver, de vous dire que oui, la désensibilisation, ça peut marcher. Non, c'est pas compliqué. Et oui, c'est accessible aux généralistes. Donc, le plan, il reprend les objectifs. On va d'abord revoir la place de la désensibilisation et surtout comment on le propose, à quel moment on le propose. Parce que ça, c'est un des gros écueils de la désensibilisation, c'est que parfois, elle a été proposée à un moment où il ne fallait pas la proposer. Donc, ça ne marchait pas, mais c'est parce que ce n'était pas le bon moment. On va ensuite voir les examens allergologiques que vous allez pouvoir réaliser à la clinique pour choisir vos allergènes. Et puis, je vais vous expliquer comment on met en place à la fois le protocole le premier jour et puis son suivi sur plusieurs années. Donc, on commence déjà par la première partie. Donc, comprendre la place de la désensibilisation dans la prise en charge de la dermatite atopique canine, c'est répondre à 3 questions toutes simples. À qui je le propose? Pourquoi je le fais? Et à quel moment je le propose? Et si vous savez répondre à ces 3 questions-là, vous en sortirez toujours. Donc, pour qui? Donc, la désensibilisation, c'est pour des chiens atteints de dermatite atopique. On peut aussi en avoir pour des allergies au venin d'hyménoptère, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur la dermatite atopique. C'est des chiens qui vont avoir un prurit saisonnier ou non saisonnier, qui vont déjà avoir eu une prise en charge de base, je dirais, de la dermatite atopique, à savoir prise en charge des ectoparasites, renforcement de la barrière cutanée, gestion de la dysbiose s'il y en a une, et puis qui n'ont pas répondu favorablement à un régime d'éviction alimentaire. Voilà. Donc ça, c'est les critères pour savoir à qui vous allez vous dire, tiens, je vais proposer une désensibilisation. Alors, j'essaie de passer à la page d'après, mais ça ne marche pas. Ah, voilà. Hop. Attendez, je reviens en arrière parce que j'avais préparé une magnifique petite photo d'un chien pour vous. Donc, c'était Nala. Elle arrive. Nala arrive. Ah, alors. Oh là là. Attendez. Je reviens. Hop. J'arrive. Hein. J'ai mon diaporama qui a été squeezé, mais ce n'est pas très grave. Donc, en gros, je vous montrais des photos de Nala. Nala, c'est une petite bulldog français. Pourquoi ça ne marche plus? Qui fait tout comme bien dans les livres. Alors, vous me voyez? Ouais, hein, non, ça va marcher. On va y arriver. Je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Je ne sais pas si Sylvia, tu peux remettre mon diapo ou pas? Donc, en gros, je vous montrais les photos de Nala. Donc, Nala, c'est un bulldog français qui fait tout comme dans les livres. Donc, elle a un érythème, une inflammation, parfois même une équinification au niveau de tous les plis. Les petits plis, les grands plis. Donc, les petits plis, c'est avec les oreilles, le pourtour des babines, la région interdigitée. Et puis, les grands plis, c'est au niveau des aisselles et puis au niveau du pli inguinal. Donc, bon, tant pis, on ne verra pas les photos, c'est pas grave. Souhaitez-vous reprendre la dernière page diffusée? Je mets oui? Je mets oui? Allez. Voilà. Donc, quand vous avez Nala, vous lui proposez une désensibilisation. Pourquoi vous le proposez? Parce qu'on est dans une approche thérapeutique, je
je pense que vous voyez la diapo, donc multimodal et individualisé. Ça, j'insiste, c'est hyper important. Une dermatite atopique, ça se traite sur plusieurs axes et il n'y a pas une seule dermatite atopique qui est pareil, même si votre démarche elle va être globalement souvent la même, vous devez vraiment vous adapter à chaque chien. Et donc, dans cette prise en charge multimodale, il y a les différents axes, ils dépendent de la pathogénie. Et si vous ne comprenez pas cette pathogénie, vous allez être vite perdu dans la dermatite atopique, vous allez tourner en rond, vous n'allez pas comprendre pourquoi vos traitements ne marchent pas. Donc, c'est pour ça que je vous refais un focus très simple de comment ça fonctionne, la dermatite atopique. La théorie qui prévaut actuellement, c'est ce qu'on appelle la théorie outside, inside, outside. Donc là, je vous ai mis le petit schéma sur le diaporama. Alors, ce schéma, il est très bien, mais je trouve qu'au quotidien, il est un peu lourd et il est un peu compliqué pour expliquer aux propriétaires comment fonctionne la maladie, pourquoi c'est important de traiter, etc. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui de vous faire une version un peu simplifiée que j'ai un peu mis à ma sauce et qui, je trouve, fonctionne très, très bien au quotidien. L'important, c'est que les propriétaires, ils comprennent bien comment fonctionne la maladie et pourquoi ils font les traitements. Comme ça, vous aurez une bonne observance. Donc, je décris la maladie avec trois disques. Voilà, 3 disques de couleurs différentes, imbriqués un peu à la manière des cercles de bien-être, la l'ikigai japonais. Donc, voilà. Le premier disque, le rose, c'est un défaut de barrière cutanée. Donc, la dermatite atopique, c'est avant tout et en premier lieu un défaut de barrière cutanée. C'est-à-dire que le mur du milieu, là, vous voyez, là, le beau mur fait de briques et de mortier, ça, c'est un chien normal. Ça, c'est un beau mur qui fait bien son rôle de barrière cutanée. Les chiens atopiques, ils n'ont pas un mur comme ça. Ils ont plutôt le mur de droite. Donc, un mur complètement de guingois. Ils ont des briques aussi, ils ont des kératinocytes, mais ils ne sont pas capables de fabriquer un ciment de qualité digne de ce nom. Et parce que ce ciment, il n'est pas de bonne qualité, le mur, il est complètement poreux. Il est poreux dans les deux sens. Donc, il va se déshydrater facilement. Donc, on a de l'eau qui part de l'intérieur qui va vers l'extérieur. Et en plus, on va avoir des petites particules qui vont pouvoir rentrer dans ce mur, typiquement les pollens. Et c'est parce que les pollens, ils vont rentrer qu'on va avoir la deuxième phase, le deuxième pilier de cette maladie, le disque bleu, qui est la dysrégulation du système immunitaire. Vos pollens, ils vont profiter du défaut de barrière cutanée pour pénétrer dans la peau. Ils vont être reconnus par des cellules d'Langerhans qui vont activer toute une chaîne de réactions immunologiques, notamment une augmentation des IgE. Et c'est là le rapport avec la désensibilisation. Donc, entre autres, on va avoir des IgE, mais on va avoir d'autres cascades. Hein. On va avoir des cascades inflammatoires avec des leucotriènes, avec l'IL-31, avec l'histamine, vous avez des neuropeptides, on a plein de choses. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment notamment les IgE. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis le petit rappel, le mécanisme d'hypersensibilité type 1, qu'on retrouvera dans la deuxième partie, parce que c'est grâce à ce schéma-là qu'on va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on fait avec nos tests allergologiques, en fait. À quel moment on agit au niveau du schéma. Donc ça, c'était le deuxième disque. Et vous allez avoir un troisième disque qui est assez méconnu, mais qui est la dysbiose, c'est-à-dire la dysrégulation du microbiote cutané. Les bactéries et les levures, donc les malacésia, à la surface de la peau des atopiques, ils font pas comme les autres. Ils vont proliférer beaucoup plus facilement et du coup, on va avoir plus facilement des pyodermites, des dermatites à malacésia qui vont aggraver l'inflammation, qui vont aggraver le prurite et qui, du coup, vu que le chien va se gratter, ça va aggraver la barrière cutanée. Donc, vraiment, ces 3 éléments, barrière cutanée, dysrégulation du système immunitaire et dysbiose, ils sont intimement imbriqués et ils vont nous créer, au niveau des petits plis et des grands plis, de l'inflammation, du prurite. Donc, ça, c'est vraiment l'état de base de votre chien atopique. Il a ça. Et il a ça, et ces disques, ils vont changer de diamètre au fur et à mesure de l'année dans sa vie. Et pareil, la taille des disques, elle va être propre à chaque chien. Vous n'avez pas un seul chien qui a le même diamètre au niveau des 3 disques. Donc, c'est pour ça qu'on fait un truc vraiment, on fait un protocole adapté à ce chien. Et en plus de cet état de base, on va avoir des facteurs déclenchants ou aggravants environnementaux. Ça va être les piqûres d'insectes, comme les puces. Ça va être des trophallergènes, donc les allergènes alimentaires. Et ça va être les aéroallergènes, les pollens, les acariens. Quand vous connaissez votre pathogénie, vous comprenez tout de suite les traitements que vous faites. C'est-à-dire le défaut de barrière cutanée,
bah, on le restaure. L'inflammation de prurite, on essaie de le diminuer. La dysbiose, on la contrôle. La dysrégulation du système immunitaire, on contrôle de plusieurs façons. On peut contrôler en essayant de le mettre un petit peu en sourdine ou en le bloquant totalement, ça c'est les immunosuppresseurs, ou en le rééduquant. Alors là, je vous ai marqué rééquilibrage. Ça, c'est la désensibilisation. Et puis, les facteurs déclenchants et aggravants, bah, on va faire en sorte de ne plus en avoir. Beaucoup plus simple, on les raye de la liste. Donc, les puces, bah, on met un traitement antiparasitaire, on n'a plus de puces. Les trophallergènes, on fait un régime d'éviction, on essaie de débusquer éventuellement les intolérances alimentaires qu'on pourrait avoir, et quand on les trouve, on les enlève. Par contre, pour les aéroallergènes, bah, en fait, c'est pas si facile que ça parce que des pollens des acariens, bah, il y en a partout. Il y en a partout. Vous pouvez pas les rayer de la liste comme ça. On va pas non plus mettre le chien dans une bulle stérile. Ça n'a pas de sens. On peut éventuellement baisser la charge pollinique sur le pelage en appliquant tous les soirs un gant mouillé pour essayer de limiter le temps de contact avec le chien, ou on peut utiliser des pièges à acariens, ça a encore changé de nom, ça s'appelait Acarup, après Ichigo, mais je crois que ça a encore changé de nom, qui vont essayer de diminuer la charge d'acariens de poussière dans la maison. Mais globalement, vous ne pourrez jamais complètement évincer les pollens et les acariens de votre environnement. Donc, dans ce cadre-là, la désensibilisation, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que vu qu'on est obligé de vivre avec, eh ben, on va demander au système immunitaire de notre chien de tolérer ces acariens et ces pollens. Voilà. Et c'est ça la désensibilisation. Et c'est que dans ce cadre-là que vous proposez une désensibilisation chez un chien qui est atopique. La désensibilisation, à quoi ça consiste exactement? En fait, on va administrer régulièrement une petite dose répétée d'allergènes auxquels votre chien est sensibilisé. Ça ne sert à rien de donner un allergène où vous n'étiez pas sensible. Et au fur et à mesure, on va à la fois augmenter le seuil de réactivité, notamment des mastocytes et des basophiles. On va vider les granules de ces mastocytes. Donc, déjà, elles vont être moins facilement activées. Puis, quand elles sont activées, elles n'auront presque quasiment rien à relarguer. Donc, ça, c'est un effet à court terme. Ce n'est pas l'effet qui nous intéresse le plus pour les aéroallergènes. Nous, on va plutôt viser sur les effets court et moyen terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une activation de lymphocytes régulateurs et puis, au fur et à mesure, une baisse de nos IgE. Donc, vraiment, sur le long terme, on va se retrouver avec une moindre sensibilisation. Et si le chien, si c'était cette sensibilisation qui aggravait les symptômes, les signes cliniques de dermatite atopique de votre chien, au bout d'1 an, 2 ans, du coup, il sera moins clinique. Alors, à quel moment on le propose? Eh bien, on ne va pas le proposer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a quand même besoin de recul, notamment pour trouver le bon allergène, le bon extrait allergénique auquel vous allez désensibiliser. On a besoin de savoir si c'est saisonnier ou pas saisonnier. On a besoin de savoir s'il y a une influence géographique ou pas. Donc, c'est un peu illusoire de proposer tout de suite quand le chien il a l'âge d'1 an, parce que vous n'avez pas assez de recul. Mais il ne faut pas non plus trop tarder. Après, il n'y a pas d'âge pour désensibiliser, mais c'est vrai qu'il vaut mieux pas le faire sur un chien de 12 ans. Mais bon, tout est possible, mais en tout cas, pas trop tôt. Chaque chien est différent, ça, vous l'avez bien compris, mais la démarche, elle va rester la même. Et les grands principes, en gros, c'est voilà, faut pas nuire, ça paraît une évidence. Faut suivre la démarche rigoureuse dont je vais vous parler. Et on vise le long terme. Donc surtout, on ne dit pas aux gens dans 2 mois, c'est bon, il n'y a plus rien. Ce n'est pas vrai. Ils vont forcément être déçus. Et s'ils sont déçus, ils ne seront pas contents. Donc, si vous voulez des propriétaires contents, il faut commencer déjà par avoir un discours éclairé et bien leur dire, c'est sur le long terme. Alors, il y a des étapes très schématiques. Si ça peut vous aider en clinique, parce que je sais que vous n'avez pas forcément le temps lors des consultations, mais il y a des étapes à ne pas rater avec une démarche très carrée, très rigoureuse. La première chose que moi je fais tout le temps, étape numéro 1, je vous ai mis des petites étoiles là. Donc, je gère mon défaut de barrière, je diminue mon inflammation, je contrôle ma dysbiose, et si les traitements antiparasitaires n'étaient déjà pas excellents, je traite avec des antiparasitaires et je vérifie que l'aliment est de bonne qualité. Ça, c'est l'étape 1. Je revois les gens environ 1-2 mois plus tard. Si ça va mieux, mais que ce n'est pas encore ça, alors à ce moment-là, et que c'est toute l'année, parce que si c'est saisonnier, il n'y a pas de raison de faire un régime d'éviction, alors je fais un régime d'éviction et je vérifie qu'il n'y a pas caché des trophallergènes. Je revois l'animal. Si le régime d'éviction n'a rien fait,
alors je vais devoir aller peut-être chercher sur mes aéroallergènes. Et là seulement, je proposerai la désensibilisation. Et c'est en faisant vraiment cette démarche très stricte, très cadrée, que vous en sortirez dans 95% des cas. D'accord ? Alors, donc là, pour Nala, on reprend Nala, c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. J0, vous la voyez en consultation. Vous réglez le défaut de barrière, vous faites une cytologie, vous vérifiez s'il y a une dysbiose ou pas, vous traitez contre les puces. Un mois plus tard, ça n'allait pas forcément, ça allait mieux, mais c'était pas encore top. On fait un régime d'éviction. 2 mois plus tard, j'ai revu la chienne. Le régime d'éviction n'avait absolument rien changé. OK, on passe à la désensibilisation. D'accord ? C'est pas J0 que vous proposez la désensibilisation. Il y a des étapes avant. Il faut vraiment les suivre. C'est vraiment la clé, une des clés de la réussite de votre désensibilisation. Et alors, comment on la propose, cette désensibilisation ? Eh ben, on ne la propose pas sur un coin de table, entre deux portes. Ça, c'est pas envisageable. Il faut vraiment, vous preniez le temps d'expliquer aux gens qu'il y ait une adhésion pour avoir une bonne observance. Parce que si les clients, si les propriétaires n'adhèrent pas au traitement, ils vont le faire, mais un peu à reculons, vous aurez une mauvaise observance du traitement. Si vous avez une mauvaise observance du traitement, il n'y aura pas de résultat. C'est-à-dire qu'avant de savoir si le traitement il marche ou pas, il faut déjà commencer par le faire. Et avoir un consentement éclairé, c'est vraiment fondamental. Et donc, il faut prévenir de 4 choses. Alors, vous décidez bien comme vous voulez pour faire vos phrases, mais ce qu'il faut passer comme message, c'est que la désensibilisation, ça montre des effets sur le long terme. Comme ça, il n'y a pas de déçu. Ça ne dispense pas de réaliser les soins locaux. Ça ne dispense pas de contrôler les parasites et ça ne dispense pas d'une alimentation de qualité. Ça, c'est vraiment, c'est important. Il ne faut pas qu'ils baissent la garde. Si ils ont bien compris tout ça et ils sont OK, alors c'est parti, on y va, on se lance dans la désensi. Donc, vous expliquez comme vous voulez, avec vos mots, mais il faut que ces 4 choses, vraiment, elles sortent de la conversation. Vous n'êtes pas obligé de faire comme sur le schéma que je vous ai mis, un truc aussi compliqué, mais je suis sûre que vous trouverez les mots justes pour réussir à faire passer ces 4 idées. Du coup, on a parlé avec notre propriétaire, il est OK, il a tout bien compris. Alors maintenant, on va devoir quand même décider à quoi on désensibilise. Et c'est là où les examens allergologiques entrent en action. Donc les examens allergologiques, il y en a 2 types, les IDR et les IgE. Et je vais vous apprendre comment les réaliser et puis comment les interpréter. Donc ces 2 examens, c'est des tests visant à déterminer la sensibilisation des chiens atopiques et à des aéroallergènes spécifiques. J'insiste beaucoup, ça détermine uniquement une sensibilisation. Ce n'est pas des tests diagnostiques. Ce n'est pas en faisant un test, une sérologie IgE, si c'est positif, ça ne vous dit pas que votre chien il est allergique aux graminées. Ça vous dit qu'il est sensibilisé aux graminées. Ce n'est pas pareil. Et souvent, les propriétaires ils vont être induits en erreur et confondre ça. Donc, c'est à vous aussi, en tant que professionnel, de bien cadrer les choses et dire non, je ne vous dis pas que votre chien il est allergique à ça. Je vous dis qu'il est sensible à ça et que peut-être qu'on peut remédier en l'aidant par une désensibilisation. Alors, pourquoi je vous ai mis des petites photos du tiercé et du quintet plus j'habite près de Vincennes, alors c'est pour ça, c'est peut-être les courses, c'est ma grande passion. Mais c'est surtout que l'image, elle marche bien quand on explique aux propriétaires. C'est-à-dire que si vous voulez faire un quintet plus, vous pouvez tout à fait parier au hasard. Vous avez quand même peu de chances de réussir. Si par contre, vous étudiez le terrain, vous regardez la météo et vous achetez des journaux spécialisés qui vont vous donner des cotes particulières, ça vous donnera éventuellement le nom des chevaux qui peuvent gagner. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, ça veut dire qu'ils peuvent gagner. Eh bien, à la fois les IDR et les IgE, ça va être pareil pour notre désensibilisation. Ça va nous dire, éventuellement, celui-là, il faudrait peut-être miser dessus, en effet, puis dans 1 an, 2 ans, on verra si on avait raison. Voilà, c'est exactement à ça que ça sert. Donc, je vous ai remis le petit schéma de l'hypersensibilité de type 1 qu'on avait vu tout à l'heure. Et ça vous permet de vous situer les 2 types d'examens. On a en bleu, on va commencer en bleu, donc c'est les IDR, donc les intradermoréactions. Les intradermoréactions, on va générer volontairement une réaction allergique chez le chien. On va
injecter des extraits allergéniques par voie intradermique et on va voir si les mastocytes qui étaient justement dans ce derme, ils reconnaissent l'allergène, ils dégranulent, ils libèrent des médiateurs, notamment l'histamine, et on a une papule. Donc ça, c'est un examen accessible chez vous, mais avant de le faire, il y a un certain nombre de questions à se poser. Les questions à se poser, c'est est-ce que mon chien est déjà sous traitement? S'il est sous antihistaminique, sous corticoïde, vous allez être obligé de décaler les examens. Donc, les gens sont venus pour rien. Donc, il vaut mieux anticiper la chose. Et par corticoïdes, les corticoïdes, c'est à la fois les corticoïdes oraux, injectables, mais aussi topiques. Donc, si votre chien il a des corticoïdes dans les oreilles, s'il a des collyres corticoïdes dans les yeux, ou s'il a un pchit entre les doigts d'acéponate d'hydrocortisone, tout ça, il vaut mieux éviter. Par contre, les molécules nouvelle génération type oclacitinib, bloquivetmab ou cyclosporine, ça, il y a absolument pas de problème. D'accord? Donc, ça s'appelle un washout. Et c'est très important de le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas des IDR qu'il faut faire, tout simplement. Ou alors, il faut attendre. Mais sur certains chiens, c'est compliqué. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je vais devoir l'anesthésier ou pas? Alors, personnellement, je n'anesthésie pas pour des IDR, mais j'ai beaucoup de confrères qui le font. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où je dois anesthésier un chien pour lui faire des IDR, c'est qu'il ne faut pas que je fasse des IDR, je fais une prise de sang IgE, mais c'est vraiment un choix très personnel, déontologie, éthique, c'est propre à moi. Mais si vous voulez quand même anesthésier votre chien, il y a des molécules qu'il va falloir pas utiliser, d'autres où vous pourrez les utiliser, et puis d'autres où on ne sait pas. Donc le propofol, par exemple, on a des études complètement contradictoires, donc à ce jour, on ne sait pas trop. La médétomidine, dans la bibliographie, ils disent qu'il ne faut pas, mais je sais que j'ai des confrères qui l'utilisent sans souci. Donc, il y a quand même des questions à se poser, quoi. Alors, en termes de matériel, qu'est-ce qu'il vous faut? Bon, c'est pas du matériel de haute voltige, hein, mais par contre, ça ne se prévoit pas le jour même. C'est-à-dire que votre kit IDR, il faut le commander auprès du laboratoire et il y a quand même un délai de réception. Et puis, il faut le conserver au réfrigérateur, bien évidemment. Mais sinon, en dehors de ce kit, qui est quand même très particulier, qui est valable pendant 6 mois aussi, donc il faut quand même que vous puissiez rentabiliser votre batterie d'allergènes. Le reste du matériel, c'est quand même assez simple. Hein. C'est des seringues de 1 ml, des petites aiguilles oranges. Là, je vous ai mis la petite réglette. C'est la petite réglette qui est fournie avec le kit. Alors, moi, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez l'utiliser au début si vous voulez vous lancer. Un feutre indélébile et puis, bien sûr, une montre ou un timer pour calculer le temps de pause. Pour les faire concrètement, vous allez commencer par préparer vos injections. Donc là, vous les faites toutes à la suite. Vous prélevez 0,05 ml par injection. Donc, si vous avez des seringues à doser à 100 UI, ça vous fait 2 UI. Si vous avez... Non, ça vous fait 5 UI, pardon. Si vous avez des seringues dosées à 40 UI, ça vous fait 2 UI. Et si vous avez des en 0,1 ml, ça vous fait 0,05 ml. Vous allez prélever votre témoin positif, c'est de l'histamine, votre témoin négatif, c'est de l'eau, et puis vos différents extraits. Donc souvent, les acariens, ils sont séparés. Par contre, pour les pollens, vous allez avoir des mélanges de graminées, mélanges d'herbacées et mélanges d'arbres. Et après, vous pouvez commander spécifiquement, ça c'est dans les kits génériques. Après, vous pouvez commander spécifiquement des pollen vraiment espèces telle graminée ou tel bouleau seulement. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et vous allez choisir les allergènes que vous préparez en fonction de votre chien, en fonction de votre région. Hein. Donc quelqu'un qui fait des IDR à Nice, il n'a pas les mêmes flacons que quelqu'un qui fait des IDR à Lille. Voilà. Une fois que vous avez préparé tout ça, vous allez tondre votre chien. Donc là, je vous ai fait un petit roman photo. Donc vous tondez votre chien sur 15 cm sur 10. Voilà, alors vous pouvez faire. C'est dangereux de faire plus petit. Hein. Si vous faites plus petit, vous allez vous retrouver avec des papules qui se superposent et vous ne verrez plus rien du tout. Donc voilà, donc moi 15 sur 10, je trouve ça pas mal. Et puis après, vous prenez un marqueur et tous les 2 cm, vous pointez sur la peau de votre chien. Si vous êtes, moi je le fais à main levée. Si vous avez peur de ne pas avoir le compas dans l'œil, il y a la petite réglette justement avec les 2 cm. Comme ça, vous pouvez bien mettre vos points sur tous les 2 cm. Une fois que vous avez fait ça,
Donc là, vous voyez, moi, c'est la propriétaire hein, qui me tient le chien. Hein. Je n'ai pas besoin d'avoir d'assistante pour ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez injecter à la chaîne. Alors, pas sur le feutre, mais un petit peu décalé du feutre. Et vous allez, à chaque fois, voilà, vous allez injecter à la chaîne toutes vos aiguilles, toutes vos injections en intradermique, c'est-à-dire dans un plan tangentiel à la peau. Et si vous forcez, c'est que vous êtes OK. Si ça vient tout seul, hein, c'est que vous êtes en sous-cutané et vous avez raté votre injection. Donc ça, c'est important de bien faire l'intradermique. Alors, l'intradermique, moi, les injections, personnellement, je les fais sur un chien debout. Mais la majorité des confrères, je pense, couchent en décubitus latéral. C'est juste que je trouve que c'est pratique debout parce que le chien, il stresse beaucoup moins. Et vu que j'ai beaucoup de bulldogs, j'aime pas quand mes bulldogs, ils stressent. Donc, je le fais debout. Voilà, tout simplement. Mais c'est une question d'habitude. Faites vraiment, trouver la technique qui vous va. Chacun, c'est très personnel. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on met un petit timer et on attend 15 minutes. Donc, les propriétaires et le chien peuvent très bien attendre en salle d'attente pendant que vous faites autre chose. Ça, c'est tout à fait possible. Au bout de 15 minutes, c'est prêt. Et du coup, vous allez lire en vous rappelant bien où vous avez injecté chaque produit. Hein. Donc, moi, j'ai une routine. N'hésitez pas à en prendre une aussi, ou alors sinon vous vous marquez bien, vous vous laissez sur un petit post-it exactement dans quel ordre vous avez injecté vos flacons. Moi, je fais toujours histamine, positif, négatif, graminées, herbacées, arbre, et la ligne du dessous, je me fais mes 5 acariens, et la ligne du dessous, je fais des petits suppléments en fonction du chien, en fonction de son historique. Voilà. Parce que vu que j'ai une routine, je sais toujours où j'ai injecté chaque chose, quoi. Voilà. Il faut être un peu maniaque en allergologie. Donc là, vous allez les lire. Alors, la règle officielle, vous prenez le diamètre de votre témoin positif, vous additionnez le diamètre de votre témoin négatif, parce qu'il peut réagir un petit peu, et vous divisez par 2. Si votre diamètre d'allergène il est supérieur à ce chiffre, à ce moment-là, c'est positif. Donc ça, c'est dans un monde parfait. Moi, je considère que clairement, quand ils sont positifs, ça se voit directement. J'appuie un peu dessus. On a un bel érythème, une papule. Je ne calcule pas systématiquement. Hein. Voilà. Autant être honnête. Là, c'est une photo que mon collègue Amaury Briand m'a prêtée parce que j'ai trouvé qu'elle était très, très jolie. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche, vous avez votre témoin positif. Le point d'à côté, il n'a pas marché, c'était le négatif. Et puis, la ligne du dessous, c'était des acariens. Donc là, les 3, hop, ils sont bien positifs. Le reste, c'est pas vraiment concluant, à part le tout dernier en haut à droite. Sinon, les autres, moi, je ne les prends pas. Voilà. Donc, pour lire vos IDR, on va avoir défaut négatif, ça on en a parlé, c'est à cause du washout. Hein, si vous ne pouvez pas le faire, si vous faites vos IDR alors que vous n'avez pas fait de washout, clairement, vous n'aurez que défaut négatif. On a aussi un problème de seuil d'irritation des extraits allergéniques, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que ça réagisse, mais il ne faut pas non plus qu'on arrive à quelque chose d'irritant. Donc, c'est vrai que dans l'interprétation des IDR, c'est pas si facile que ça. Et il y a une certaine habitude à prendre. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif que vous pourrez vous imprimer si vous souhaitez, avec justement le principe, le matériel, les interactions, les avantages, les limites. Je vous ai fait le même pour les IGE. Donc, comme ça, vous pourrez vous les imprimer, vous les garder dans un petit cahier. Le jour où vous avez un doute, là, au moins, ça vous met tout. J'insiste sur la tonte. Dans les limites, tonte, ça peut paraître bête, hein, mais vous allez avoir des personnes, des éleveurs, ou des gens qui font des concours, par exemple, de beauté, qui ne vont pas vouloir qu'on fasse une tonte. Voilà, ça peut paraître dérisoire pour certains cliniciens, mais ça a quand même son importance. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas forcer les gens à faire des IDR s'ils ne voulaient pas qu'il y ait une tonte. Hein. Notamment si c'est un chien nordique ou Akita, tout ça, parce que pour le coup, le poil, il peut repousser très, 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 très longtemps après. Donc, dans ces cas-là, faites des IGE. Voilà. Ce n'est pas qu'une question de wash-out, de tranquillisation, c'est aussi une question d'avoir le matériel. C'est parfois pour des raisons qui peuvent paraître assez superficielles, mais qui, pour certaines personnes, sont très importantes, comme la tonte. Donc, on va passer aux IGE. Deuxième technique. Donc, vous avez compris qu'en fait, voilà, les IDR, c'est super, mais il y a quand même
Il y a quand même des limites, notamment dans la réalisation. Et je comprends que beaucoup de confrères ne veuillent pas forcément passer le pas et à ce moment-là font les IGE circulantes. Donc les IGE circulantes, là, ce n'est pas du tout une réaction in situ. On va doser en laboratoire nos IGE. Donc on va être très simple, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une interaction médicamenteuse? Il faut se poser les mêmes questions que pour les IDR. Est-ce qu'il y a une interaction médicamenteuse? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a besoin d'une anesthésie? Non plus. Donc là, c'est quand même des bonnes nouvelles. Souvent, les gens, ils aiment bien. Hein. Et puis, en termes de matériel, est-ce que j'ai besoin d'acheter quelque chose de particulier? Eh bien non, j'ai juste besoin de faire une prise de sang, de prélever sérum ou plasma, comme vous voulez, donc prélever le sérum et le plasma, mettre dans un tube sec et d'envoyer au laboratoire. Voilà. C'est vraiment tout simple. Ce laboratoire, il va mettre un certain temps à vous donner les résultats. Donc là, par contre, ce n'est pas immédiat. Alors que les IDR, le jour même, vous pouvez dire au propriétaire « Ah, bah, on va désensibiliser à ça ». Là, vous ne pouvez pas. Il y a un petit temps d'attente. Et le laboratoire va vous donner, du coup, un panel préfixé d'allergènes. Ces résultats qu'ils vont vous transmettre, ça sera toujours à interpréter selon la clinique de votre animal. Hein. Et ça, le laboratoire, il ne la connaît pas, la clinique de votre animal. Donc, il ne faut pas prendre les conclusions au pied de la lettre. Et d'ailleurs, ils vous le disent bien. Hein. Là, c'est ce qui est marqué sur les feuilles d'analyse de Biogenix. Hein. Donc, ils vous rappellent bien que c'est à vous d'interpréter et que c'est à vous d'interpréter en fonction de la clinique du chien. Les seuils de positivité, ils sont décrétés pour chaque laboratoire. Donc, chaque laboratoire, pour chaque allergène, va décréter son seuil de positivité. Donc, ça ne sert à rien de comparer les laboratoires entre eux. Qu'est-ce qu'on va avoir comme exemple? Par exemple, voilà, Nala, donc la petite chaîne qu'on a vue tout à l'heure. Nala, ça, c'est son résultat d'IGE spécifique. Donc, on voit quoi? On voit Dermatophagoides farinae en haut, donc première colonne en haut, elle est à 1640 pour un seuil à 150. On a également Acarus siro, donc il y a un acarien de stockage, à 401 sur 150. Donc, pour Nala, il y a deux possibilités. Soit on se dit, bah, les deux sont positifs, on met les deux dans le flacon. On met 50% DF, ce qu'on appelle DF, Dermatophagoides farinae, 50% Acarus. Il y a une deuxième possibilité, et là, vous ferez bien comme vous voulez. Vous pouvez également envisager de désensibiliser que ADF. Pourquoi? Ça, c'est à cause de la réactivité croisée. C'est-à-dire que les allergènes, ça va être comme des pièces de puzzle. Chaque allergène, c'est une pièce de puzzle. Chaque pièce de puzzle va avoir des trous, des encoches et puis des petits trucs qui dépassent. Et on a des allergènes qui vont avoir justement ces petites encoches en commun. Ça s'appelle des épitopes. Notamment au sein de même famille. Donc, par exemple, les acariens, ils ont des épitopes en commun. Et donc, quand vous êtes positif, quand on vous désensibilise à Dermatophagoides farinae, si vous étiez aussi sensible à Acarus siro, eh bien, il y a des chances pour que du coup, ça aide aussi à vous désensibiliser à Acarus siro. Ça existe aussi entre des aliments et des pollens ou des choses comme ça. On a le cas le plus commun, c'est chez l'homme. Les gens qui sont allergiques au latex, ils ont beaucoup plus de risques d'être allergiques au kiwi, à la banane, à la pêche, au sésame aussi. Et on a un cas chez le chien, chez un chien japonais qui était allergique à la tomate crue et au cyprès japonais. Voilà. Donc ça, c'est un cas un peu anecdotique. Mais c'est à cause de cette réactivité croisée que vous pouvez vous permettre, finalement, au lieu de mettre tous les allergènes dans un flacon, de réduire avec un phare de la même famille. Il y a le même phénomène au sein des graminées. Donc, ce n'est pas que pour les acariens, c'est aussi pour les graminées. Et il y a le même phénomène alors pour des pollens d'arbres, mais au sein d'une même famille botanique. Donc, par exemple, les Vetulacées, vous pouvez faire que le bouleau. Les Cupressacées, vous pouvez faire que le thuya ou que le cyprès si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Et j'en fais 5. Comme ça, au moins, on aura vu tous les cas de figure. Simba, c'est un deuxième chien. Alors, Simba, un peu à l'image de Nala, vous voyez, il a 4 acariens positifs. Ces 4 acariens positifs, on pourrait se dire, ah bah chouette, soit on met que DF, soit on met 25% de chaque. Et c'est là où je vais vous dire, attention, est-ce que vous êtes sûr de votre démarche allergologique? Est-ce que vous avez bien fait les étapes dont je vous ai parlé
tout à l'heure dans la première partie. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être désensibiliser un chien pour rien. Et par exemple, Simba, c'est le cas d'école. Simba, il n'a pas de dermatite atopique. C'était une erreur de son vétérinaire traitant. Ça peut arriver. En fait, il a une gale sarcoptique. Et la gale sarcoptique, la gale, c'est un acarien. Les Dermatophagus farinae, DFDP, Acarus Thyrophagus, Lepidoglyphus, c'est des acariens aussi. Et en fait, ça croise. Donc, si vous n'avez pas bien fait votre démarche, si vous n'avez pas exclu votre gale sarcoptique et vu qu'en gros, vous croyez que votre chien a une dermatite atopique, alors qu'il a une gale sarcoptique, vous pouvez faire la prise de sang IgE. Vous allez avoir des IgE positifs au niveau des acariens. Vous allez le désensibiliser, alors que ça ne sert absolument à rien. Il fallait d'abord lui traiter sa gale sarcoptique. Donc, ça, c'est une erreur assez... c'est un cas d'école, quoi. Vraiment, la démarche. Soyez toujours sûr de votre démarche. Sinon, vous ne pouvez pas avoir de certitude. Donc voilà, donc Simba, il n'est pas atopique. Tac, je vous ai fait une autre diapo. Voilà. Donc bien faire attention à la gale sarcoptique. Et puis aussi vous dire que, alors là c'est plus subtil, mais quand on dose les IgE, on dose tous les IgE. Or, il y a des IgE qui vont poser problème, d'autres qui ne posent pas problème. Et donc, on peut très bien se retrouver avec des chiens sains, pour le coup, pas des chiens qui ont une gale sarcoptique, des chiens sains qui ont des IgE positifs. Donc, attention à ne pas faire d'amalgame. IgE positif, ça ne veut pas dire allergie. IgE positif, ça veut dire IgE positif. Et après, il faut voir ce qu'on en fait. D'accord ? Alors, on va retrouver dans des cas où la démarche a été correctement faite. Là, c'est Scar. Scar, il a oseille, graminées fourragères, graminées céréalières. La question qu'il faut vous poser, vous êtes sûr de votre démarche? Ok, je suis sûr de ma démarche. Deuxième question, où est-ce qu'habite Scar? Parce que l'oseille, clairement, c'est assez niche et c'est pas dans toute la France. Et il se trouve que Scar, il habite à Nice. Et à Nice, clairement, l'oseille... non, c'est pas vraiment la plante sur laquelle je miserais. Là, je vous ai repris sur pollen.fr, le site de réseau de surveillance des pollens. C'est pour la région de Nice, pour l'oseille. Et là, on voit que en fait, c'est quasiment à zéro. Hein. Donc, un chien qui a de l'oseille positif à Nice, non, c'est pas grave. C'est positif, mais on ne va pas le désensibiliser. D'accord ? Par contre, on va lui faire un mélange de graminées, vu qu'on sait qu'il y a une réactivité croisée. Voilà. Donc ça sera assez pratique. Donc, bien faire attention, où est-ce que j'habite? Ce n'est pas parce que votre collègue il est à Lille et qu'il a l'habitude de faire telle ou telle désensibilisation que vous, si vous êtes à Toulouse ou à Nice, vous allez faire comme lui. Donc, il faut vraiment, vraiment toujours prendre dans le contexte. N'hésitez même pas à appeler les allergologues de votre région pour savoir ce qui est le plus prédominant. Hein. Ça, c'est toujours possible. Un petit exemple qui est assez classique, c'est l'ambroisie. Donc, je vous l'ai mis là. Donc, j'ai fait une petite recherche sur Lyon. Donc, l'ambroisie, c'est un gros problème en région lyonnaise. J'ai regardé aussi à Melun. Je viens de Melun, donc c'était un peu la minute chauvin. Melun, clairement, l'ambroisie, c'est pas encore ça, même si peut-être que avec le réchauffement climatique, le front de migration de l'ambroisie va augmenter. Et puis, Nice, un petit peu, ouais, en effet. Donc, vous voyez qu'en fonction, si j'avais eu l'ambroisie positive, mais que j'habite à Melun, je ne vais pas désensibiliser à l'ambroisie, c'est pas possible. Par contre, si j'habite à Lyon, mon chien habite à Lyon, il est gêné en fin d'été, oui, tu vas aller faire l'ambroisie si son ambroisie était positive. Voilà. Encore un autre exemple. Rafiki. Alors, Rafiki, il a plus de choses là. Rafiki, on se retrouve avec de l'armoise, du plantain, de l'oseille, des graminées, du saule. Rafiki habite où? Rafiki habite à Melun. Voilà. C'est le thème de Melun. Donc, Rafiki habite à Melun. Donc, l'armoise Melun, c'est pas terrible parce que l'armoise, c'est plutôt la région Occitanie, PACA, tout ça. Le reste, par contre, il y en a. Plantain, saule, graminées, oseille, il n'y a pas de problème. Donc, en dehors de la géographie, je vais devoir me poser une deuxième question. Et quand est-ce que Rafiki, il est gêné? Et Rafiki, il est gêné toute l'année. Donc, si vous avez un chien qui présente un prurite non saisonnier et que vous avez des IgE comme ça, en région Île-de-France, en fait, vous allez devoir faire les graminées. Alors, vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Parce que les graminées, pas chez les humains, mais chez les chiens, les graminées, c'est considéré comme non saisonnier. On considère qu'il y a une charge qui est telle par terre, et le chien, il est vraiment plus proche du sol que nous, que potentiellement, il peut être gêné par des graminées toute l'année.
Voilà, ça c'est vraiment un message à faire passer même aux propriétaires parce que pour eux, c'est pas logique. Pour eux, les graminées, c'est juin, mai, juin, juillet, parce que eux, peut-être aussi, sont gênés par les graminées et ils ont un historique personnel qui fait que pour eux, c'est cette période-là. Et c'est pas naturel pour eux de penser que les graminées, toute l'année, c'est pour leur chien, c'est toute l'année. Voilà. Donc, ça, c'est important. Hop, et le dernier, Pumba. Allez, ça, promis, c'est le dernier. Pumba, alors Pumba, il y a tout. Hein. Vous avez du DF, de la puce, de l'armoise, du plantain, du kénopode. Et puis, dans la colonne de droite, vous avez à peu près toute la terre entière. Et là, la question qui va pouvoir se poser, c'est est-ce que Pumba, je peux vraiment le désensibiliser? Est-ce que c'est un bon candidat? Je ne pense pas. Hein. Donc, il y a deux solutions pour expliquer ça. Soit il est polysensibilisé, ça c'est tout à fait envisageable. Vous avez des chiens qui sont polysensibilisés à tout. Donc, c'est plus probable avec l'analyse que je viens de vous montrer. Soit, en fonction du laboratoire avec lequel vous travaillez, ça peut être à cause de d'une entité qu'on appelle les CCD, les Cross-Reactive Carbohydrate Determinants. C'est quoi ces CCD? Ces CCD, c'est des petits motifs qu'on retrouve sur les insectes et sur les pollens et qui vont induire une synthèse d'IgE, mais sans que en fait, ça soit une traduction clinique. Et donc, ça va vous biaiser vos résultats. Vous allez avoir des IgE positifs de partout, alors qu'en fait, ça ne gêne pas vraiment le chien. Selon les laboratoires avec lesquels vous travaillez, les dernières générations vont avoir des techniques de blocage justement de ces CCD. Donc là, l'analyse que je vous avais montrée avant, c'est Biogenix. Donc depuis 2 ans, Biogenix, ils ont des bloqueurs anti-CCD. Donc vous pouvez être sûr que voilà, c'est pas une question de CCD. Mais c'est pas le cas de tous les laboratoires. Donc soyez au courant de ce problème. Alors, donc là, comme pour les IDR, je vous ai refait un petit tableur. Donc pareil, vous pourrez l'imprimer. Normalement, j'ai tout résumé dedans. Donc les IgE, on le fait si on a un washout qui est impossible. On le fait si on a une tonte qui est impossible. On le fait si l'anesthésie est impossible et que vous faites vos IDR sous anesthésie. Et puis, on va le faire si on ne veut pas acheter le matériel IDR. Voilà, ça paraît assez logique. Mais du coup, la question qu'on pose souvent, c'est mais du coup, tu fais quoi? Ça dépend en fait. Hein. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux techniques. Si vous faites des IDR, c'est vrai que c'est visuel, c'est immédiat. Les gens, ils aiment bien. Et puis, tout de suite, hop, on enchaîne, on fait l'ordonnance, on commande le kit au laboratoire. Alors que les IgE spécifiques, c'est tellement facile à réaliser que je comprends tout à fait que la majorité de mes confrères en fassent. Hein, ça, et puis, l'absence d'influence de traitement, ça, c'est quand même très important. On a du mal parfois à faire le wash-out correctement. Donc, pour moi, c'est vraiment deux techniques complémentaires. Et les études ont montré que, de toute façon, la désensibilisation était aussi efficace avec une technique ou avec l'autre. Donc, si vous vous demandez pourquoi vos résultats ne sont pas les mêmes, ça peut arriver. C'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on fait, c'est tout à fait explicable. C'est juste qu'en fonction du moment où vous allez faire vos IDR et vos IgE, vous allez avoir des résultats positifs ou négatifs. Donc, au début de simulation d'allergènes, vous n'avez pas forcément assez d'IgE pour pouvoir les attraper, on va dire. Il va falloir vraiment prendre plutôt en post-stimulation. Les IDR, par contre, ça croît au fur et à mesure, et plus vous attendez, plus vous êtes sûr d'avoir des positifs. Donc, en fonction du moment de la vie du chien, vous avez fait les IDR et les IgE, vous allez avoir des résultats qui vont se croiser ou qui ne vont pas se croiser. Et c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on fait, c'est pas vrai, c'est une explication vraiment scientifique. Donc, une fois que vous avez vos tests, vous allez mettre en place votre protocole. Le protocole, les questions à se poser, elles sont assez simples. C'est combien d'allergènes je mets? C'est maximum 5. En Europe, c'est maximum 5. De less is better. Hein. C'est vraiment, moins vous en mettez, mieux ça réagira. Bien vous dire qu'on désensibilise un individu, pas un résultat d'analyse, et qu'on adapte du coup la sélection des allergènes en fonction de ce qu'on voulait. Donc, bien regarder le caractère saisonnier, pas saisonnier, bien regarder la localisation géographique, aidez-vous des calendriers polliniques. Ils sont disponibles sur www.pollen.fr. Il y a même une application qui vous fait des alertes. Ça, c'est vraiment très, très pratique.
Ensuite, est-ce que je peux mixer mes allergènes? Potentiellement, oui, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que vous n'allez pas mixer des moisissures avec des acariens ou des pollens. Pourquoi? Parce que ça contient des protéases qui vont dégrader vos extraits polliniques et acariens et en fait, vous allez injecter rien du tout. Donc, soit vous mettez une moisissure à part, soit vous mettez vos pollens et vos acariens, ça, vous pouvez les mélanger. En pratique, c'est vraiment, le plus souvent, c'est acarien ou acarien graminé. Et exceptionnellement, quand ça colle vraiment avec un moment de l'année particulier et un pollen particulier, on fera juste ce pollen-là. Alors, est-ce que j'ai des effets secondaires? C'est vous demandez les propriétaires. Globalement, il n'y en a quasiment pas. On peut avoir un léger érythème aussi d'injection, quelques heures après l'injection, mais vraiment, les propriétaires, ils vont avoir peur du choc anaphylactique, des choses comme ça, mais il faut vraiment les rassurer. On a des extraits allergéniques qui sont adjuvés, nous, en plus, avec c'est plus du chloroxyde d'alumine, hein, donc il n'y a pas de raison de faire des chocs anaphylactiques. C'est différent sur des extraits aqueux comme ici aux États-Unis où là, oui, le risque est un peu plus augmenté, mais sur les techniques européennes, il n'y a vraiment pas de risque. Voilà, ça, vous pouvez les rassurer. La seule chose où il faut faire attention, c'est la vaccination. Ce n'est pas que votre vaccination va échouer, votre désensibilisation va échouer, c'est juste que synchroniser avec la vaccination, ça peut générer une phase de poussée de votre dermatite atopique, donc c'est un petit peu gênant. Donc vous décalez d'une semaine et tout ira bien. Et surtout, les autres traitements, en fait, vous pouvez les continuer. Les antihistaminiques, la cyclosporine, l'oclacitinib, la lokivetmab, les corticoïdes, vous pouvez les continuer pendant votre désensibilisation. Et vous allez bien voir justement au bout d'un an, 2 ans, s'il y a une diminution de la consommation de médicaments. Alors, quel protocole j'utilise? Le classique ou le monodose, comme vous voulez. Moi, j'utilise le monodose, donc je vais vous parler de celui que je connais. Le principe, c'est d'injecter une dose unique de 0,8 ml une fois par mois. Voilà. L'avantage de ce protocole, je trouve, c'est que c'est vrai qu'il est pratique. Et vu qu'il est pratique, qu'il n'est pas compliqué, il est fait, tout simplement. Voilà. Donc, l'observance, c'est vraiment le nerf de la guerre en désensibilisation. Si vous perdez les gens avec des protocoles compliqués, il y a plus de chances qu'ils arrêtent. Et s'il y a plus de chances qu'ils arrêtent, il y a plus de chances que ça ne marche pas. Hein. Si le traitement n'est pas donné, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Hein. Donc ça, c'est vraiment... voilà. Moi, j'aime bien ce protocole, je suis habituée à avoir celui-là. Maintenant, si vous êtes à l'aise dans du protocole classique, restez sur du protocole classique. Il y a aucun, ça marchera quand même. C'est juste que je pense que vous risquez de perdre des gens qui vont trouver que ils ont raté encore une injection, c'est compliqué, je ne le fais plus. Voilà. Le protocole, l'étude expérimentale sur le monodose, ça avait été réalisé par Biogenix en partenariat avec Pascal Prélot et Noël Cocher-Fèvre. Et ils avaient quand même montré que grâce à ce protocole, en tout cas dans leur étude ouverte, il y avait 90% des gens qui renouvelaient le kit. C'est des chiffres qui font envie. Hein. C'est-à-dire qu'avec des protocoles classiques, c'est rare que 90% des gens renouvellent. On a pas mal de gens qui restent sur le bord de la route et qui arrêtent entre-temps. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est vraiment un protocole qui facilite l'observance. Comment vous allez suivre votre protocole? Vous allez regarder la satisfaction de votre client, le score clinique de votre chien et la consommation de médicaments. Et ces 3 indicateurs vous donnez une idée de l'efficacité de votre désensibilisation. Il y a une étude qui date un peu, mais qui est quand même référence de Didier Noël Carlotti, qui montrait que, donc étude ouverte, hein, en gros, pour mettre toutes les chances de votre côté, apparemment, c'est mieux quand les injections sont faites par le propriétaire, quand vous avez un seul allergène dans le flacon de désensibilisation, quand vous n'avez pas de moisissure, quand vous n'avez pas de corticothérapie et quand vous avez une durée supérieure à 3 ans. Alors, pas de corticothérapie, c'est juste parce qu'en fait, quand la désensibilisation marche, on a moins besoin de traitement et qu'à l'époque, un rare traitement, c'était la cyclosporine ou dans les phases de poussée, c'était les corticos. Donc, c'est peut-être pour ça que le pas de corticothérapie, il ressort de cette étude-là. Je pense que maintenant, ça serait peut-être un peu différent. Concrètement, ça ne se fait pas n'importe comment. Vous faites une ordonnance, vous l'envoyez au labo. Il y a un délai de 3 semaines de fabrication. Vous recevez le kit à la clinique, vous le mettez au frigo. Vous appelez le propriétaire et vous fixez un rendez-vous et vous lui montrez comment on fait l'injection. Et là, il va vous dire s'il se sent capable de le faire ou pas. S'ils ne se sont pas capables de le faire, vous ne le forcez pas. Vous gardez le kit à la clinique, je vais dire à la maison, vous gardez le kit à la clinique et tous les mois, il vient faire son injection, ça ne pose pas de problème. Et surtout, on fait un point au bout de 1 an.
Au bout d'1 an, vous voyez ce qui se passe. Si ça va mieux, eh ben, on continue. Si ça ne va pas, mais que le propriétaire il est encore motivé, on refait un kit. Parce que vous avez pas mal de chiens qui ne réagissent pas au bout de 12 mois, mais plutôt 16 mois, 17 mois. Et du coup, c'est un peu dommage de rater cette possibilité. Si par contre, ça ne marche pas et que les gens ne sont pas du tout motivés, bon, bah, vous ne pouvez pas les forcer. Mais c'est vrai que moi, j'essaye quand même de passer un deuxième kit, de faire une deuxième année et de laisser la chance au produit, comme on dit. Et après, si ça fonctionne, là vous voyez Nala avant, après, si ça fonctionne, bah, en fait, techniquement, vous devriez le faire tout le temps. Donc il faudrait au moins 3 à 5 ans, mais quand ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison d'arrêter en fait, hein, tout simplement. Ça, c'est une question qui est assez fréquente. Voilà, donc quand vous voyez Nala, Nala, elle allait mieux, puis surtout Nala, elle était plus sous l'eau Kivetmab au bout d'1 an, alors qu'avant, elle le prenait tous les mois. Donc ça, c'est quand même une belle amélioration. Donc les messages qu'il faut que vous reteniez, c'est que la dermatite atopique canine, le diagnostic, il est clinique. Hein. Ce n'est pas votre prise de sang, votre IDR qui dit que votre chien il est atopique. Hein. Pas du tout, c'est vous, clinicien, avec votre examen clinique et l'anamnèse de votre chien qui allait dire si le chien a une dermatite atopique ou pas. Les tests allergologiques, peu importe que vous faites, du moment que vous le faites bien et qu'ils ont une certaine, vous pouvez leur donner une valeur, en tout cas une crédibilité. Et surtout, vous les interprétez toujours dans un contexte clinique. Et enfin, la désensibilisation, c'est simple, c'est efficace, c'est peu coûteux, ça ne dispense pas des traitements topiques, vous pouvez tout à fait l'associer avec les autres traitements. Et surtout, ce que je voulais vous faire passer, j'espère que là, vous l'aurez bien compris, que la désensibilisation, c'est accessible à tout le monde, qu'il faut être méthodique et rigoureux, il faut être maniaque, comme moi. Il faut rester pragmatique, hein, ce n'est pas un résultat, c'est un individu que vous traitez. Et surtout, vous faites simple. Voilà. Et quand on fait simple, la vie, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, faites simple et vous verrez, tout ira bien. Et je suis sûre que vous aurez des bien meilleurs résultats en désensibilisation. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez motivé à en refaire ou en faire tout court si vous n'en aviez jamais fait. J'ai fini, Sylvia. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très riche en détails et effectivement très complet. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions un peu rapidement parce qu'on a un peu dépassé l'horaire. Donc, je vais te les soumettre rapidement. La première, c'était concernant les IDR. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots en quoi consiste les wash-out, s'il te plaît? Ah, le wash-out, c'est avoir une période avant de faire votre IDR. La caméra est là. C'est avoir une période vierge, sans corticoïdes, sans antihistaminique, avant de faire vos tests. Pourquoi? Parce qu'on fait une réaction in situ dans votre chien. Donc, s'il est bourré d'antihistaminique et de corticoïdes, il ne risque pas de réagir. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire une période vierge, sans traitement. Et ce n'est pas tous les jours facile. Tout à fait. L'autre question concerne cette fois les dosages IgE. Dans un des exemples que tu as montré, donc Simba, je vais te répondre après si tu veux. La question est pourquoi certains allergènes qui dépassent les seuils de 150 n'ont pas été pris en compte dans ton exemple. Alors pour rappel, je l'ai ressorti pour que tu ailles pas le chercher. Simba, au-delà des acariens sur lesquels s'est concentrée ton analyse, il y avait le plantain, l'olivier, les platanes qui ressortaient et aussi les graminées fourragères à 172 et les graminées céréalières à 280. Alors que tu avais des acariens, en fait, à 600 pour Dermatophagoides farinés, 1278 pour Acarus. Attends, Simba, c'est le numéro combien? C'est le 2. C'est le numéro... Ah, c'est le 2. Ah non, mais lui, je retiens rien du tout et je sais qu'il n'est pas positif. J'ai pas fait la bonne démarche. Il a une gale. Exactement, c'est celui où tu as expliqué que la démarche n'avait pas été respectée. Et donc, il ne faut pas faire confiance aux autres. Hein. Si vous êtes à plusieurs dans la clinique, potentiellement, les atopiques, il faut peut-être un seul clinicien qui le suit parce que sinon, ça s'entrecroise et c'est comme ça qu'on rate le coche et qu'on se met dans une impasse comme ça. Donc, je pense que les atopiques, c'est mieux quand c'est toujours le même clinicien qui les voit. Une dernière question, mais tu as répondu, mais c'est bien de les rappeler concernant la désensibilisation. Quand ça fonctionne, au bout de combien de temps on arrête? Je pense qu'il vaut le coup de répéter. Moi, j'arrête pas. Donc, moi, j'arrête pas. Voilà. Si à un moment, quand même, il y a une certaine latitude et que les gens veulent arrêter, je conseille 3 à 5 ans. Voilà. Mais si ça marche, j'arrête pas. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne, on continue. Très bien.
Écoute, merci beaucoup Hélène. Je n'ai pas d'autres questions. Il y a des remerciements. C'est cool. Très bon exposé. Et Il je y en a vois qui pas se lancent le, demain. Parfait. On attend que ça. je vois pas le chat. Merci encore à toi, Hélène, pour toutes ces précisions et pour ta disponibilité et les partages de ton expérience. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Comme ça a été demandé et j'ai répondu, les PDF sera à votre disposition avec grand plaisir et grâce à Hélène qui les met à disposition. Donc, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes de la chaîne Seva Université. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.